très heureux d'accueillir à nouveau Bruno Vachimon parce qu'il avait déjà intervenu l'année dernière dans ce même séminaire sur cette même thématique. Et c'est l'homme juste à la place juste. Je n'ai pas vu les travaux thématiques sur lesquelles il travaille depuis très longtemps parce que Bruno Vachimon, qui est professeur à l'Université technologique de Liège, il a été directeur de la recherche à l'Université des sciences de la Sorbonne, directeur de recherche à l'Institut national du visuel. Ses travaux, ses recherches portent surtout sur la philosophie et la technique du numérique, sur la question du document, sur l'ingénierie des connaissances. Je citerai quelques travaux, quelques livres, quelques ouvrages qu'il a publiés cette année, ces dernières années, disons. Le contrôle dans les systèmes à base de connaissances, contribution à l'épistémologie de l'intelligence artificielle, donc, ça tombe très bien. Ingénierie des connaissances et des contenus, le numérique entre ontologie et document, le sens de la technique, le numérique et le calcul, et en dernier, c'est patrimoine numérique, technique et politique de la mémoire. Je pense qu'on est vraiment dans le cœur de nos discussions et de nos préoccupations. Et donc, le titre de son intervention d'aujourd'hui sera IA générative, nouvel outil ou nouvel acteur, quelques remarques sur la créativité du vivant et de la machine. Merci beaucoup, Bruno, vraiment, d'avoir accepté notre invitation. Merci Juan pour cette introduction. Merci à vous de me inviter encore une fois après m'avoir entendu. Donc là, je pense que c'est en connaissance de cause. Voilà, c'est ça. C'est une dernière chance en fait que vous me laissez. Voilà, donc j'essaie de la saisir. Donc après ce premier bel exposé qu'on a eu, on va continuer un peu sur le même thème, sur l'IA générative. Et j'ai sous-titré mon propos d'un cuistre et d'un naïf, parce que dans une première partie, je vais faire la cuistrerie de vous rappeler un peu ce qu'on peut entendre par IA générative pour se fixer un peu les idées. Quand on parle d'IA générative, de quoi parlons-nous exactement et quelles sont les classes d'outils qui sont souvent mis en avant dans ce contexte-là. Et puis après, j'essaierai de comprendre ce dont il s'agit et le statut que je leur donne. Et c'est là que je ferai preuve peut-être d'une naïveté désolante en essayant de qualifier ce genre d'outil et la manière dont on peut le considérer. Alors, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas très éloigné des conclusions de l'exposé précédent. Donc, c'est pour ça que malgré ma naïveté, j'ai une certaine confiance, en fait, dans les discussions qu'on pourra avoir. Alors, donc, je vais... pourquoi il ne se passe rien ? Il y a un temps de latence. Je crois que c'est comme... Je pense que c'est parce que tu l'as mis en présentation. Et que si tu le mettais en... Ah oui, il ne faut pas le mettre en... Sur l'écran. Ça dépend, mais... Alors, on va le mettre comme ça. Ouais, tu vois, ça va passer là. Ça nous arrive ah oui, voilà. plusieurs reprises. Voilà, d'accord. La solution était... Oui, c'est la bonne. Voilà. Oui, de l'espace latent au ton de latence, décidément, on joue sur le latent. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous rappeler ce que j'entends par là et en reprenant des choses qui ne sont pas nouvelles du tout, mais histoire de partager un fond commun d'évidence. Dans un deuxième temps, j'essaierai de insister sur les tensions que je vois émerger à partir de cette classe d'outils, qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on avait avant dans les outils d'IA, même machine learning, qui était un peu différent. Et je parlerai des problèmes de modélisation, c'est-à-dire au sens où est-ce que ces outils représentent quelque chose, et énonciation, avec tout le sens qu'on peut mettre derrière ce terme. Est-ce que ça énonce quelque chose? Est-ce qu'il y a des énoncés ou une énonciation derrière ces propositions que fait l'IA générative? Et je terminerai pour dire qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de modèle et qu'il n'y a pas de l'énoncé dans les outils d'IA. Et c'est sans doute une nouvelle textualité à traiter comme telle. Tout à l'heure, on a évoqué brièvement Deleuze. Moi, je ferai mon petit Derrida de poche pour vous expliquer que sans doute on a à aborder une textualité comme un nouveau supplément que l'IA générative est en train de nous proposer.
Alors, précisons un petit peu ce qu'on entend par là. Alors, bon, je reviens sur des choses ultra et archi connues, mais derrière, c'est quand même un outil qui est ancien, qui date de 43, hein, un article de Michael Kapitz, hein, mais qui a connu son hiver, hein, le premier hiver de l'IA, parce que Seymour et Papert ont montré que les premières classes d'outils de neurones n'étaient pas capables de traiter des problèmes complexes, notamment non linéaires, non séparables, et qui ont été remis au goût du jour lorsqu'on a appris à faire des couches cachées, hein, dans ce que vous retrouvez ici, c'est-à-dire une couche d'entrée, mais plusieurs couches qu'on rajoute pour calculer une sortie, et des mécanismes d'essai-erreur qui permettent d'ajuster les poids qui sont déterminés entre les neurones. Et donc, c'est des poids qui sont en nombre conséquent, d'où l'importance de l'apprentissage et de son automatisation, des disponibilités de machines importantes, et également notre capacité à comprendre de quoi il s'agit une fois que ces poids ont été appris. Quand on parle de l'effet black box, boîte noire et opacité des outils utilisés, c'est précisément en référence à ces poids en nombre conséquent et également à la modalité d'apprentissage qui fait que quand un poids est modifié, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire que cette modification d'un poids. Alors c'est nombreux, hein, vous connaissez les chiffres comme moi, les derniers ChatGPT, c'est 275 milliards de paramètres hein, dont on parle. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre, sans parler des plusieurs millions de documents qui ont été utilisés pour faire ces apprentissages. Donc, c'est un modèle ultra simple. Vous voyez, il tient sur une carte de visite, hein, un slide, hein, mais par contre, sa mise en œuvre d'ingénierie est ultra complexe et sans doute très sophistiquée. C'est même virtuose hein, de pouvoir arriver à faire des choses ainsi. Alors, ça, c'est la matrice initiale. Maintenant, ce à quoi on est confronté, c'est des outils qui ne font pas seulement de la prédiction, ce qu'on avait pendant de longues années, des outils qui font de la reconnaissance de forme. Hein. Ce qu'on a maintenant, c'est des outils qui font de la génération. C'est une classe d'outils. Machine learning, c'était souvent prédiction et reconnaissance. Là, on va avoir des outils qui vont engendrer non pas des choses qu'on connaît déjà, mais des choses qui ressemblent à ce qu'on connaissait déjà. C'est en ça que c'est une classe de tâches qui est assez nouvelle par rapport au machine learning ou au deep learning ancien, on va dire, hein, de l'ancien monde, si on peut parler comme ça. Alors, une première classe d'outils qui s'est mise à faire des générations, des engendrements de nouveaux contenus, fondés directement sur les techniques de réseaux de neurones, comme je l'ai évoqué, c'est les GAN, hein, les fameux Generative Adversarial Networks, qui permettent de faire travailler en tension deux réseaux de neurones, un qui est spécialisé dans le fait de reconnaître un type d'image, hein, c'est l'expert. Donc, lui, il est spécialisé dans le fait de reconnaître des chats. Et donc, il y a une base de chats sur laquelle on l'a appris à reconnaître des chats. Et puis, par ailleurs, on a un autre réseau de neurones qui est entraîné pour produire des fausses images de chats de manière à tromper l'expert. Et donc, on a un réseau de neurones qui va apprendre à inventer des images de manière à tromper un expert qui s'est entraîné sur des vraies images. Et donc, l'intérêt de cela, c'est que vous voyez ici que ce n'est plus de la reconnaissance ou de la prédiction, c'est de l'invention, mais sous contrôle, puisqu'on va avoir un réseau de neurones experts qui est entraîné pour discriminer les images de faussaires, et on a un faussaire qui est entraîné pour tromper un expert qui discrimine le faussaire. Et donc, c'est ainsi qu'on peut avoir de nouvelles images qui n'appartiennent à aucune des images de la base d'entraînement, hein, qui ne sont pas des reconnaissances d'images qu'on a déjà rencontrées, mais qui n'ont pas de la reconnaissance d'images qui ressemblent à celles qu'on a déjà rencontrées. C'est l'engendrement d'une image qu'on n'a encore jamais rencontrée, mais qui ressemble à celle qu'on a déjà rencontrée. Donc ça marche plutôt pas mal, hein, même s'il y a des contre-exemples qui existent sur le net que vous pouvez trouver, hein, qui sont toujours assez rigolos. Des cookies qui seront produits comme pour ressembler à des chiens, etc. Enfin, bref, c'est assez classique. Alors, la deuxième classe de modèles qui s'est mise en place, on en a parlé dans l'exposé précédent, c'est les modèles de diffusion. Alors là, l'idée est assez intéressante, c'est qu'on va prendre une vraie image, on va s'amuser à rajouter du bruit, un bruit aléatoire parfait, donc ça veut dire que chaque pixel qui contient l'image, eh bien, on va les bruiter, c'est-à-dire qu'on va prendre le rouge, on va lui rajouter une composante aléatoire, on va prendre le bleu, etc. Et ainsi pour chaque pixel. Et donc, le bruit va être plus ou moins important. Et donc ici, on a une image bruitée à 5% à droite, en ayant rajouté un bruit dans une proportion de 5% de l'image initiale. Et c'est là où les informaticiens sont astucieux, c'est qu'en fait, ils ajoutent du bruit pour quoi faire?
pour débruiter, hein, c'est ça l'idée. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire avec l'image bruitée? Eh bien, on va apprendre un réseau de neurones à reconnaître l'image d'origine, hein, et de pouvoir reconstruire une image à partir de l'image bruitée. Et évidemment, la beauté de la chose, c'est que l'image débruitée ne sera pas exactement celle qu'on a vue à l'origine, puisqu'il y avait du bruit. Donc, on ne va pas retrouver celle qu'il y avait avant. Par contre, on va retrouver une image qui ressemble beaucoup. Donc, ça sera une nouvelle image. Donc, on aura une invention faite par l'outil de bruitage et de diffusion, tout simplement en essayant de retrouver l'image d'origine, qu'il ne retrouvera jamais, bien sûr, mais par contre, de ce fait, il va inventer une image qui n'existait pas auparavant. Alors, cette idée marche assez bien parce que quand vous faites en fait un bruit beaucoup plus important, eh bien, vous obtenez une licence de reconstruction et de débruitage qui est beaucoup plus importante. Donc, un espace d'image inventée qui devient plus conséquent. Alors, j'utilise le mot espace avec toutes les nuances qu'il faut apporter. J'ai compris qu'il fallait faire attention. C'est un mot dangereux. Voilà. Alors, l'idée, c'est que très vite, on s'est aperçu que ce serait bien de pouvoir bruiter des types d'images et d'inventer des images correspondant à une catégorie donnée. Donc, on va pouvoir faire des images d'arbres, etc., de voitures, et on va essayer de réapprendre à partir de là, en conditionnant notre réseau, enfin notre outil, en disant tu as une image à l'entrée et applique le conditionnement de chat pour inventer un chat. Et on a généralisé cette idée en disant on ne va pas utiliser uniquement des mots-clés, on va utiliser des phrases. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on représente des phrases. Hein, par exemple, le chat mange le souris, le rongeur est dévoré par le félin, ou dessine-moi une maison qui est au bord de mer et qui ressemblerait à ma maison en Bretagne. Eh bien, là, on va retrouver ce que disait l'exposé précédent, c'est-à-dire l'astuce du plongement. Hein, alors, là, vous voyez le merveille de la terminologie. Ici, on parle d'embedding, de plongement, et non pas d'espace latent, mais c'est quand même une idée très semblable, hein, puisque le plongement, c'est le processus qui va plonger dans un espace qui sera l'espace latent, c'est-à-dire l'espace résultant où les phrases vont devenir des points ou des vecteurs dans l'espace de plongement, et elles vont avoir une position qui va refléter la signification associée à ces phrases. Pourquoi c'est un espace? C'est qu'il y a des distances et des métriques à l'intérieur de cet espace. C'est que la position du vecteur dans l'espace reflète la signification associée à l'espace. Et donc, si deux points sont voisins, c'est que peu ou prou, on considère que les deux sens portés par ces phrases sont voisins. Mais évidemment, sens voisin en fonction de la dimensionnalité qui a été choisie de l'espace, hein, et de l'apprentissage qu'on a fait pour pouvoir effectuer ce plongement. Hein. Quand on parle de sens ici, c'est toujours le sens du point de vue du plongement, pas le sens du point de vue de la langue commune telle que nous la parlons. Alors, une fois qu'on fait ça, l'idée qui est devenue assez immédiate, c'est qu'au lieu de conditionner le débruitage par des mots-clés, on va le conditionner par des positions dans l'espace latent. Donc, c'est pour ça que vous pouvez demander, en fait, une voiture qui doit être devant un immeuble. Eh bien, cette phrase va être traduite dans l'espace de plongement, et la position dans l'espace de plongement devient le conditionnement pour débruiter l'image que vous avez au départ. Et donc, c'est ainsi que vous obtenez une image avec le résultat voulu, hein, ce qui marche pas si mal que ça, hein, que si, comme on l'a tous testé avec les différents outils, en général, DALL-E, Midjourney, enfin tous les outils plutôt sur les images, en fait, fonctionnent avec cette notion de débruitage et de diffusion stable. C'est-à-dire en gros diffusion stable pour les images et plongement pour les catégories, espace de plongement pour les catégories textuelles. Donc ça, c'est une première classe d'outils, hein, qui fonctionne assez bien. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, évidemment, l'apprentissage qu'on a eu sur les documents est totalement perdu dans l'apprentissage des poids des réseaux et dans l'espace de plongement du conditionnement, ce qui fait que c'est pas un espace de stockage, hein, parce que les documents initiaux ne sont pas représentés
comme des positions dans l'espace. Ils ne sont simplement que des projections sémantiques qui vont donner lieu à la création d'un nouveau point dans cet espace et du coup une nouvelle image. Mais littéralement, les contenus d'origine sont dissous, hein, ils sont perdus dans les espaces convoqués. Alors, troisième classe d'outils qui est parue là en 2017, c'est un peu le dernier venu, hein, c'est ce qu'on appelait les transformers, là qui est en fait issu d'une réflexion sur les cascades de réseaux de neurones qu'on avait depuis quelques années. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce qu'on avait déjà une boîte à outils assez fournie, mais avec quelques difficultés qu'on rencontrait. En gros, par rapport au premier réseau de neurones que je vous ai montré, on a appris à faire des réseaux de neurones convolutifs, les fameux CNN. C'est ça qui a relancé la carrière de Yann Lequin, comme vous le savez, hein, puisqu'en fait, il a entraîné des réseaux de neurones pour reconnaître des codes postaux, hein, manuscrits sur les enveloppes. Et l'intérêt de ces CNN, c'est que ça reconnaît des motifs et des structures. Par contre, ça travaille sur des structures locales. C'est pour ça que ça marchait très bien sur la connaissance des écritures manuscrites ou de codes postaux écrits à la main sur les enveloppes. C'est qu'en fait, par rapport à un chiffre qui est dessiné, eh bien, le CNN sait très bien reconnaître la structure du chiffre et le discriminer par rapport aux autres structures de chiffres qu'on pourrait avoir et dire ceci est un 7, ceci est un 8, etc. Donc, le CNN, il est assez fort pour reconnaître les proximités proches et les structures proches. Par contre, il est très mauvais pour gérer les dépendances longues. Et il est très mauvais pour faire les dépendances, les données séquentielles, et prédire des séries, par exemple. Alors, du coup, deuxième idée qui est arrivée un petit peu après, hein, c'est les réseaux récurrents, hein, les RNN. Donc là, ça marche assez bien pour pouvoir analyser des séquences et les compléter. Typiquement, on dit le début d'une phrase et le RNN qui est capable de la terminer. Donc là, il est assez bon, le RNN, pour traiter les séquences et dépendances longues, du coup. Mais en revanche, il est très laborieux parce qu'il travaille en séquence. En gros, à chaque fois qu'on lui donne un nouveau mot, il retravaille tout en parallèle, en séquence, pardon, pour trouver encore le mot suivant. Donc, en fait, il y a une certaine lourdeur dans la mise en œuvre des RNN. Et donc, l'idée qui a été évoquée dans les transformers, c'est de faire la synthèse des deux, c'est-à-dire comment gérer des données en séquence en gérant les dépendances longues et en étant capable de les traiter en parallèle, c'est-à-dire avoir des temps de calcul qui sont les mêmes, quelle que soit la longueur de la séquence d'entrée. Chaque mot d'entrée est traité à part, les uns à côté des autres. Et donc, si vous avez une phrase avec n mots, eh bien, ça fait n processus en parallèle. Et comme chaque processus a le même temps, eh bien, vous n'augmentez pas le temps de calcul. Sinon, si vous avez une phrase avec n mots, c'était le temps du premier mot plus le temps du deuxième et ainsi de suite. Donc, le fait de passer à des traitements en séquence, ça veut dire que vous devenez robuste en fait sur non, vous devenez robuste sur l'ingénierie en fait qui permet de traiter la longueur des séquences. Ce qui fait que ChatGPT vous répond à peu près le même temps, quelle que soit la longueur du prompt que vous lui imposez. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Et c'est là on va retrouver un peu les mots-clés qu'on entend tous entendu parler. Hein. Donc, le premier gros mot qu'on retient, c'est la tokenisation. Mise en token, en fait. Hein. Alors, en gros, littéralement, c'est mise en jetons, si on veut dire ça en bon français. C'est en gros ramener ceux qu'on trouve dans nos données d'apprentissage, dans les fameuses training data qu'on avait tout à l'heure, donc dans les textes, les images, les graphiques, etc., et les ramener à des codes numériques, des tokens qui sont fixés de manière arbitraire. Hein, et dans un nombre qui est arbitraire. Et donc, une grosse partie des choix de modélisation fait par les transformers revient essentiellement sur la tokenisation. Je vous donnerai des exemples juste après. Après, une fois qu'on a les tokens, qui en gros, c'est plusieurs centaines de milliers, hein, c'est quand même déjà gros. Mais c'est beaucoup plus petit que le nombre de mots qu'on va rencontrer, de pixels qu'on va rencontrer dans les documents. Mais c'est quand même des gros volumes. Et l'idée de se dire, en fait, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espace latent, si on a 500 000 tokens possibles et qu'on veut représenter le contenu par rapport au token qu'il contient, ça serait une valeur 1 sur chaque token. Donc, il faudrait avoir un espace à 500 000 dimensions. Donc, évidemment, c'est vite coûteux. Donc, on va utiliser un espace latent, hein, comme ça a été vu avant. Vous voyez, en fait, on a beaucoup travaillé avant de venir hein, pour les exposer du sens hein, ensemble. Et donc, on va faire de l'embedding qui va réduire en fait cet espace des tokens en un espace de représentation entre guillemets sémantique, sachant que le mot représentation, je ne suis pas très à l'aise et sémantique non plus. Mais enfin, voilà, c'est un truc dans lequel on va plonger les
les tokens, et qui va vous permettre de garder et de dégager des propriétés de similarité. Parce que, en gros, un document qui est représenté par les tokens qu'il contient, eh bien, on ne sait pas le comparer avec un autre document qui serait semblable, mais en comparant par rapport aux autres tokens de l'autre document. Quand je vais les plonger, ça va donner 2 points qui sont proches l'un de l'autre. Et c'est là où on va créer des proximités liées à la réduction qui ne seront pas visibles lorsqu'on reste dans l'espace à grande dimension. Donc, en fait, l'intérêt de l'embedding, ce n'est pas seulement de rendre les choses plus calculables parce que plus petites, c'est aussi parce qu'on va faire ressortir ce qui émerge une fois qu'on a perdu plein de dimensions inutiles. C'est un peu le parallèle que tu avais fait pour JPEG, sauf que JPEG, c'est entre plusieurs documents, c'est un document par rapport à lui-même. Mais qu'est-ce que fait JPEG? C'est qu'il supprime l'information qu'on ne voit pas. En gros, c'est quand même ça, transformer de Fourier contre un lac. Et donc, l'idée, c'est que c'est même un problème, d'ailleurs, quand nous, on travaillait sur le cryptage d'images et le filigranage pour les protéger, c'est que le filigrane, c'est rajouter des données de propriété intellectuelle dans les données qui ne se voient pas d'une image. Vous comprimez, donc on supprime les informations qui ne se voient pas, donc vous supprimez le DRM et le filigranage de protection de l'image. Donc c'était assez... il y avait une course à l'échalote entre les gens qui voulaient comprimer l'image et ceux qui voulaient la protéger par des mécanismes de filigranage. Donc voilà, donc c'est ça qui est important, c'est que on fait ressortir le pertinent par le plongement lié à la réduction de dimension. C'est ça qui est l'élément clé de cet embedding. Donc c'est pas que de la commodité de codage et c'est pas que de la commodité mathématique parce qu'une fois qu'on est dans l'espace de plongement, c'est très facile de calculer dedans, c'est des matrices. On fait ce qu'on veut avec. Alors une fois qu'on a ça, on va calculer pour chaque position dans le système, dans la phrase d'entrée, par exemple, on va avoir un vecteur, on va coder en parallèle les entrées, et à la fin, on va construire le code d'un vecteur nouveau, qui sera celui qui sera le mot suivant, ou l'image suivante, etc. Et ce vecteur, il va être lui-même décodé dans un nouvel espace de représentation. Et donc, la beauté de la chose, c'est que l'espace de représentation finale n'est pas forcément le même que l'espace de décodage initial. Ça veut dire quoi? Vous ne voyez pas l'image, c'est ça? Il y a un problème? Non, il y a tout le monde entend peut-être pas, mais il faut muter Marion. Marion, je pense que c'est les tiens, les micros allumés. Marion, tu m'entends? Je ne sais pas comment arriver à... C'est en Teams, donc je n'ai pas tellement l'habitude. Attendez. Je pense que parce que les autres ne peuvent pas le faire. Ça a été désactivé. Oui. Il fallait muter quelqu'un. Pardon, c'est pour ça, oui. C'est violent, ça. C'est un acte. C'est pour ça que quand je n'ai pas mon ordinateur, parfois les autres ne peuvent pas le faire. J'ai envoyé un mail, mais. Non, donc c'est bon. Très bien. Tout le monde m'entend, me voit, tout ça. Voilà. Voilà, donc ce que je disais, c'est que l'espace documentaire qu'on a tokenisé n'est pas forcément l'espace dans lequel on va projeter le vecteur qu'on a construit à l'aide du Transformers. C'est pour ça qu'on peut passer d'une langue à l'autre. C'est pour ça qu'on peut passer d'un média à l'autre. C'est ce que disait l'orateur précédent. C'est qu'on peut changer de médialité parce que de toute façon, on s'en fout, en gros. Parce qu'à la fin, c'est que des vecteurs qui sont dans un espace. Donc, l'espace, il se moque d'où il vient et il se moque d'où il va. Où il va. L'intérêt, c'est que du coup, nous, il suffit de faire un apprentissage sur la langue cible pour dire la position dans l'espace de plongement correspond à tel mot de la langue cible. De la même manière qu'on a fait un apprentissage pour dire que tel mot de la langue d'origine correspond à telle position dans l'espace de plongement. À chaque fois, on a un apprentissage spécifique qui a été fait. Mais après, rien ne vous empêche de jouer sur ces différents encodages et donc de passer d'une langue à l'autre, c'est ce que fait DeepL, par exemple, ou de passer d'un média à l'autre quand vous allez passer du texte à l'image ou de l'image au texte, etc. Donc, ça donne des outils quand même super puissants, en fait, comme on a tous pu constater. Ça marche très bien parce que c'est étonnamment robuste. Alors, le principe... Voilà. Donc, vous avez rappelé le principe. Donc, les étapes que va suivre un Transformers, donc c'est la fameuse tokenisation. Donc, les données d'entrée vont être plongées dans une liste de tokens
Alors, typiquement, en général, c'est la littérature, c'est 10 000, mais en fait, en pratique, c'est beaucoup plus. Par contre, les tokens peuvent être plongés dans un espace de dimension plus petite. Alors, quand c'est du texte, en général, la dimension de l'espace, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, n'est pas si énorme que ça. C'est-à-dire, c'est 512. C'est quand même beaucoup pour se le représenter. Mais c'est en général assez plus faible. Ensuite, on a la couche d'encodage avec le fameux attention, ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, et la propagation. Et enfin, vous avez la liste de décodage qui va permettre de projeter ce qu'on a décodé sur un espace de représentation cible. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui ici, c'est deux aspects. L'aspect de tokenisation, puisque l'aspect de token, c'est que c'est aussi une astuce qui permet de gérer les différents formats d'entrée. Parce qu'en fait, que ça soit du graphique, du texte, du son, tout va pouvoir être représenté par un même espace de token. Donc là, je vous donne un exemple qui est sorti de l'ouvrage qui est ici en d'Imagette, où vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'il y a des données chiffrées, des données graphiques, des données non textuelles qui sont prises en compte. Et là, vous obtenez la traduction en ChatGPT-4 de sa propre tokenisation. Et donc, ça vous permet de réduire l'espace des symboles possibles, parce que là, vous voyez bien que c'est bien au-delà des mots qu'on peut rencontrer dans la langue, c'est tout ce qu'on peut écrire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des graphiques, etc. Donc, c'est un espace quasi, pas infini, mais indéfini, comme dirait le bon vieux Descartes. Tout à l'heure, je vous parlais de 10 000 tokens. En fait, ici, ChatGPT-4, c'est 100 000. Ça commence à être conséquent. Et alors, ça va très vite parce que ChatGPT-2, c'était 50 000. Donc, en l'espace de 2 ans, on s'est rajouté quelques facteurs multiplicatifs. Alors, évidemment, les tokens, ça également, c'est de l'apprentissage. Ça s'apprend à faire les tokens, c'est-à-dire qu'on va apprendre un outil à tokeniser. Donc, ça va dépendre des langues. On peut faire des paramétrages plus ou moins variés. Par exemple, lui dire est-ce que les mots doivent être découpés en tokens distincts ou pas? Est-ce que le blanc est un séparateur de tokens ou pas? Est-ce que dans un même mot, il faut avoir plusieurs tokens? Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les hyperparamètres qui vous disent comment on va définir l'espace de codage de tokenisation par rapport à nos données d'entrée. Donc, ça veut dire que déjà, quand vous avez regardé le résultat, vous ne comprenez déjà plus rien. C'est ça que ça veut dire. On est déjà perdu. Nous autres simples mortels, on n'a déjà plus tellement de capacité de comprendre ce qui se passe. Alors, après, on va voir le fameux plongement. Donc ça, je vais aller vite parce que ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, donc, comme vous le disiez, c'est la réduction de dimension, parce que c'est plus calculable. Réduction de dimension, parce que ça fait émerger des propriétés de proximité qui n'étaient pas visibles avant. Dans un espace de plusieurs millions de dimensions, on ne voit rien. Dans un espace à 512 dimensions, on commence à voir des choses parce que les vecteurs qui étaient très loin dans l'espace à milliers de dimensions deviennent très proches dans un espace à 512. Vous avez le même problème en stats. Vous savez, quand les collègues vous parlent de matrices vides, en fait, ils encodent les données, ils ont des matrices qui font plusieurs centaines de milliers de lignes et de colonnes. En fait, il n'y a que des zéros dedans parce que en fait, les données sont éparpillées. Du coup, on ne voit rien. Donc, ils sont obligés de faire un espace latent. Toujours, c'est le slogan du jour de toute façon, et à partir de là, de rendre visibles des proximités qu'on ne verrait pas sinon. En gros, l'idée, c'est d'enlever un peu l'information qui est prime abord, soit masque l'intérêt des informations, soit, d'une certaine manière, sert à rien. Alors, l'idée, c'est qu'on a souvent tendance à croire que les dimensions de l'espace de plongement, les 512, sont des dimensions sémantiques, c'est-à-dire qu'elles auraient du sens pour nous. C'est pas le cas. C'est-à-dire que des fois, pour des exemples très simples, on dit que ça correspond à tel trait sémantique, ce trait-là, mais en fait, l'occurrence, c'est que les 512 dimensions, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. On peut essayer d'avoir une idée, mais c'est en général assez vague et souvent très faux. Voilà. Alors, en revanche, l'idée derrière, notamment dans le monde du texte, c'est que les premiers outils, les notions de plongement, c'est assez ancien, c'est beaucoup plus vieux que les transformers. C'est une idée qui date des années 70, 60 même, et c'est repose sur la sémantique distributionnelle de Harris. C'est-à-dire que deux mots qui ont le même sens vont être utilisés de la même manière. Donc, les contextes dans lesquels on va les rencontrer seront donc voisins. Et l'apprentissage que l'on fait pour apprendre un outil à faire un plongement de mots, il repose sur l'apprentissage des contextes d'apparition de ces mots. Donc, c'est une sémantique distributionnelle qui est utilisée comme entrée au réseau,
ce qui lui permet à la fin de faire un plongement qui va dire ces deux mots-là se ressemblent parce qu'ils sont utilisés de la même manière. Et c'est parce qu'ils sont utilisés de la même manière qu'ils vont être encodés de manière proche dans l'espace de plongement. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez un input sous forme de mots. Donc là, par exemple, si vous entrez Transformers, c'est une séquence, je suis un étudiant ou je suis étudiant. Donc ça va être tokenisé en fait dans les tokens. Et chaque token, non pas je suis étudiant, mais les tokens qui vont coder je suis étudiant, eh bien, vont se retrouver présentés dans un espace. Alors ici, pour la figure, c'est 4 dimensions. En général, c'est 512. On ne sait pas exactement ce que représentent ces dimensions. Et donc, on aura des valeurs qui seront données, des coordonnées qui seront données à votre token selon les dimensions de chaque vecteur. Alors après, vous pouvez choisir comment vous faites. Est-ce que c'est un token, un vecteur, une phrase, un vecteur, un document, un vecteur? Pour ça, d'ailleurs, vous pouvez choisir de dire des documents qui se ressemblent, des photos qui se ressemblent, par exemple, ou des textes qui parlent de la même chose, ou avoir des phrases qui sont voisines, la reformulation, l'électricité de Denis, ou plasticité, enfin bref, il n'écoute pas, c'est pour ça. C'est l'avantage. Moi, je vois tout. Il ne t'entend pas non plus. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, un homme concentré, vous voyez. Et alors donc l'exemple qu'on voit un peu cité partout, parce que c'est un exemple pédagogique qu'on trouve à beaucoup d'endroits, mais un embedding, ça marche assez bien dans la mesure, par exemple, si vous avez un espace à petite dimension, eh bien vous avez le fait que le token king auquel on enlève vectoriellement le token man et auquel on ajoute le token woman, on obtient le token queen. Donc forcément, on dit « quand même, impressionnant », on arrive à coder du sens. Alors évidemment, ça c'est un exemple jouet, voire simulé, mais ça donne de l'esprit, en fait, c'est que vous arrivez à retrouver une combinatoire de sens, en fait, un combinatoire de traits. Sauf que là, contrairement à l'exemple, on ne sait pas ce que ces traits signifient et on ne sait pas exactement comment interpréter les proximités. Mais en revanche, c'est quand même ça l'idée, c'est qu'on introduit la capacité de calculer sur des traits qu'on ne connaît pas, et de calculer la proximité des points entre eux. Et donc, c'est aussi ça qu'apporte l'espace de plongement. C'est une boîte à outils de calcul pour pouvoir travailler sur le résultat de l'encodage. Et cette boîte à calcul, elle est très efficace parce que, tout simplement, puisque c'est vectoriel, c'est toute la chaîne vectorielle qui peut même faire ce que vous voulez avec. C'est comme un renard dans un poulailler, quoi. Les gens s'amusent comme des fous. Alors ça va être la fin de la première partie, donc ma partie cuistre. Je vous ai rappelé des choses que vous saviez déjà, mais voilà, maintenant on sait à peu près quels sont les mots qu'on met derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qui me paraît important, en fait, c'est que premièrement, on tokenise. Alors, tokenise, c'est-à-dire qu'on va décomposer en éléments arbitraires. C'est-à-dire, on l'a bien évoqué, ce n'est pas des éléments qui hériteraient de la signifiance de l'entrée initiale. Ils sont totalement insignifiants. C'est des supports de calcul. C'est des tokens de manipulation. Mais ils sont sont plus des signifiants parce que littéralement, ne signifient pas. Et comme vous savez, un signifiant qui ne signifie pas, ça fait un peu désordre. Mais en revanche, il y a une hypothèse très forte, c'est que le positionnement des tokens quand ils sont plongés dans un espace latent, eh bien, leur proximité reflète une proximité sémantique. On ne sait pas exactement ce qu'on veut dire par sémantique, mais en gros, ça a un lien avec le sens initial. Et ça, c'est l'hypothèse de sémantique différentielle qu'on retrouve et qui peut s'appliquer aussi au monde de l'image, d'une certaine manière. C'est que des pixels qui sont voisins, c'est ceux qui sont utilisés pour dire la même chose dans un même contexte. Mais ça veut dire quand même qu'on a deux effets très forts par rapport nos données d'origine, les training data, qui sont souvent des textes qu'on a trouvés sur le web, les données Wikipédia, etc., enfin, toute la littérature qu'on peut voir sur le net qui vous explique comment ça fonctionne, eh bien, on a deux phénomènes. Un qui est une détextualisation, c'est-à-dire peu importe comment on appelle ça, quelle définition on donne à la leçon de texte, mais en gros, on a détextualisé les contenus pour en faire des tokens. Et puis, deuxièmement, on les a totalement décontextualisés. Parce qu'en fait, le travail qu'on a fait, c'est qu'on met toutes les données au même endroit et on en fait un espace de plongement. Ça veut dire que du coup, ces données-là n'ont plus de contexte.
c'est comme si on disait que le dictionnaire était contextuel. Ben non, le dictionnaire, c'est la somme des usages moyennés, rencontrés dans la langue, et on en fait un outil qui représente de manière décontextualisée la somme des usages contextualisés qu'on a rencontrés. Donc, en fait, ce qu'on obtient donc à la fin, c'est qu'on a une indépendance complète au contexte, parce que d'une certaine manière, on estime que les données qu'on a prises en apprentissage sont la somme de tous les contextes possibles. Et donc, de ce fait-là, on n'a plus à considérer l'usage de cet espace de plongement en contexte. Il est déjà tous les contextes. Il n'y a plus besoin d'avoir ce rapport à l'autour, au milieu, dans lequel on va le faire. Et donc là, vous voyez venir un peu avec mes gros sabots, c'est que s'il n'y a pas de texte et qu'il n'y a pas de contexte, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde et il n'y a pas d'énoncé. Donc, ça veut dire qu'on fait un modèle de token qui marche superbement bien, entendons-nous bien. Mais ça veut dire que du coup, tout le travail va être sur le statut qu'on lui donne et ce qu'on en fait. C'est-à-dire, on a ce qui a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire les gestes esthétiques et interprétatifs qui sont apportés à ce résultat-là pour lui redonner une textualité qu'il a perdue et lui donner un sens en contexte qu'il n'a jamais eu. C'est tout l'enjeu, il est là. Et donc, c'est là où j'en arrive à ma partie naïve. Voilà. Après être huître, il faut savoir être naïf. C'est une manière de se racheter, en fait. Voilà. Un nouveau modèle de culpabilité, de rédemption. Alors, là, je vous propose un modèle brutal, presque marketing, tellement il est simple. C'est le modèle des 3D. En gros, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est que ce qu'on a évoqué, c'est une articulation entre un dire, c'est-à-dire en fait la production d'énoncés, un dit, le résultat, cet énoncé, et le désigner, ce que représente ce dit. Et là où je vais en venir, pourquoi je fais ce modèle-là, c'est que, je vous dis tout de suite en pensant pour aller plus vite pour la suite, mais, c'est que ce que vous proposent les outils d'IA génératifs, c'est un modèle de dit. C'est-à-dire, en gros, il vous dit comment, avec du dit, je vous fais un nouveau dit. Mais c'est un dit qui ne dit rien, au sens il ne représente rien, il est coupé du désigné. Donc, ce n'est pas un modèle du monde. Pour ça que c'est intéressant, on a parlé de modèle tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de modèle dans l'IA, sinon lui-même. L'IA ne fait qu'un modèle d'elle-même. C'est pour ça que ça marche. Elle fait un modèle des données qu'on lui a données. Elle ne fait pas un modèle du monde représenté par les données. Il ne faut surtout pas se tromper. Quand on fait une nouvelle image, on peut penser qu'il y a un modèle des images. Oui, il y a un modèle des images. Mais il n'y a pas un modèle de ce que représentent les images. Quand il y a du texte, il n'y a pas un modèle de ce dont on parle les textes. Il y a un modèle des mots utilisés dans le texte. C'est un modèle du dit. Et donc, ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui parle. Puisque c'est un modèle du dit, ce n'est pas un modèle du dire. Ce n'est pas une énonciation au sens féminique du terme, c'est-à-dire un engagement dans le monde. Il y aura peut-être un élément d'énonciation, parce que c'est un vieux débat qu'on a avec Maria Julia, qu'on traîne depuis longtemps. Mais l'énonciation, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'énonciation au sens de processus. Il y a de la manipulation dans un espace, mais il n'y a pas d'énonciation au sens engagement dans le monde, c'est-à-dire insignifiant qui apparaît dans le monde. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'effectivement, une manière de comprendre la confusion et le trouble dans lequel nous met l'IA générative, c'est que le dire est un faire, le dit est une chose, et le désigné appartient au monde des choses et du faire. Mais si le dit est une chose dont l'IA générative peut s'emparer, est-ce que modéliser un dit, ça revient à modéliser le faire qui est associé à ce dire, à ce dit, et est-ce que c'est une manière de modéliser ce qui est désigné par ce dit? C'est-à-dire qu'on va avoir des troubles, en fait, des tensions entre le dit et le désigné et le dit et le dire. En gros, quel rapport y a-t-il entre des choses qui sont des mots et des choses qui ne sont pas des mots? Vieux problème. Et l'idée, c'est que le dit sont des choses qui possèdent des relations avec d'autres dits, mais pas seulement, en fait. Et il y a des relations qui sont décrites depuis longtemps dans toute la multiplicité des théories qui abordent ce problème-là. Mais en gros, on peut dire que d'un point de vue bêtement IA, c'est un mot en entraîne un autre. Un dit entraîne un autre dit. Et si on se prend une petite casquette peirsienne, on peut même dire que les dits ne sont la seule réalité, en fait, tout est si pour Peirce. Et donc, d'une certaine manière, la seule réalité de dit, c'est sémiose illimitée qui va se répéter jusqu'à s'épuiser d'un dit, qui va s'épuiser non pas dans un dire, mais dans un faire, c'est-à-dire une action. On a également une tension entre le dit et le dire. Tout émane d'un dire.
Donc, le dit renvoie à l'intention, appelant une interprétation, etc. Donc, ce n'est pas une simple chose qu'on peut textualiser, c'est que le dit est toujours renvoyé à un contexte d'énonciation au sens de profération, de dire, et un contexte de réception, c'est-à-dire un acte interprétatif. Mais un dit est aussi une chose donc productible par des faire. Donc, quel rapport entre le faire qui est un dire et le faire dont le monde du désigné se constitue? Est-ce que tout dit résultant d'un faire quelconque serait analogue à un dit relevant d'un dire? Vous voyez le problème en fait, qui se pose avec l'IA, c'est que l'IA vous propose un dit qui ne mène pas d'un dire. Mais évidemment, quand nous, on le reçoit, on se dit, mais qui c'est qui me parle? Des fois, je suis sûr que vous répondez à Alexa ou à votre Google Assistant. Non, ça vous est jamais arrivé, vous êtes plus raisonnable que moi. Vous savez, la petite blague, on n'est pas fou quand on pense qu'on parle à ses plantes, on est fou quand on pense qu'elles nous répondent. Et là, c'est un peu pareil. Parler à son Alexa, c'est pas du coup, c'est l'inverse en fait. Parler à Alexa, c'est pas ça qui est idiot, c'est lui répondre quand elle vous dit quelque chose. Ça n'a aucun sens. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'IA, évidemment, ne travaille que sur les dits. Ce que je voulais évoquer tout à l'heure, par la tokenisation, par le plongement, par la détextualisation, par la décontextualisation, l'IA ne travaille que sur les dits. Elle porte sur des choses, les dits, c'est pour ça qu'elle peut s'en saisir, sont des choses, il y a une matérialité du dit, pour ça qu'on peut les tokeniser, on peut les faire. Ce n'est pas des abstractions éthérées, ce n'est pas du virtuel au sens non réel, c'est du matériel. Et en plus, elle procède d'un faire parce qu'il y a du calcul. Donc, il y a bien de l'action, de l'agencement, de l'agentivité dans ces calculs. De ce fait, l'IA paraît émaner d'un dire parce que le faire du calcul est assimilé au faire qu'est le dire. Donc, il y a un problème d'énonciation. Quel est le statut de l'énonciation dans l'IA générative? Et l'IA paraît porter sur les choses parce que la chose qui est le dit est assimilée à la chose que le dit désigne. Et donc, c'est le problème de la modélisation. C'est l'IA en tant qu'elle serait porteur de connaissances. Donc, dans un cas, on a un problème sémiotique, ça parle, et puis, presque psychanalytique, et puis un problème de modélisation, en fait. Quel est le statut épistémologique de ce qui est produit par cette IA? Alors, commençons par la modélisation. Alors, modélisation, dans notre contexte, on va dire, scientifique, ingénierie, c'est quelque chose d'assez précis. Un modèle, c'est quoi? C'est un artefact qu'on peut expérimenter en lieu et place du monde réel. Quand vous avez un ingénieur qui fait le modèle numérique d'une turbine, c'est de pouvoir faire des hypothèses de fonctionnement de cette turbine qui lui émancipent l'expérience avec une vraie turbine. Donc, ça veut dire que le modèle, c'est que ce qui tient lieu du réel. C'est-à-dire qu'il est en prise sur le réel. Il a été conçu pour représenter le réel et d'ailleurs, il est même calibré pour savoir comment on peut lui parler, on peut lui poser des questions et quelles sont les limites du questionnement qu'on peut lui faire et la valeur, du coup, qu'on peut donner à ses réponses. Un modèle, par exemple, s'il est conçu pour les petites énergies, il ne faut pas lui poser des questions sur des hautes énergies. S'il est conçu, par exemple, les modèles économiques, s'ils sont conçus pour telle et telle hypothèse, eh bien, il y a un crack qui se passe et on laisse les algorithmes continuer sur le même modèle, ça vous donne un nouveau crack. C'est ce qui s'est passé en 1999 avec l'agro-trading. On est sorti des hypothèses de modélisation et de calibration du modèle. Donc, en ingénierie, c'est des choses qui sont assez bien connues, c'est-à-dire qu'on sait que le modèle, c'est un artefact, c'est un objet réel qui permet de parler en lieu et place d'un autre réel. Donc, les modèles réduits qu'on avait avant le numérique, vous aviez un petit bateau que vous faisiez flotter pour voir comment il se comportait lorsqu'on avait des grosses vagues. Quand vous aviez une aile qu'on met dans une soufflerie, c'est de voir comment elle va se comporter par rapport aux turbulences en l'air, etc. C'est un réel qui se comporte comme un autre réel sur lequel on veut apprendre. Donc là, on voit bien que ici, eh bien, on n'aura pas de modèle au sens représentation de la réalité externe. Alors, si on parle de modélisation dans l'IA, c'est pas totalement absurde pour deux choses. Premièrement, parce qu'on a un usage qui est totalement irraisonné de l'IA. C'est-à-dire que même les informaticiens parlent des modèles engendrés par l'IA.
de l'IA qu'on va trouver dans l'IA générative, le modèle, par exemple, qu'on va trouver dans l'IA générative. Si c'est un modèle du réel, évidemment, c'est un fantasme. Hein, ça n'existe pas. Donc, on a une espèce de paradoxe, c'est que l'IA est souvent utilisée comme modèle du monde, alors que ce n'en est pas un. Mais est-ce que pour autant, ce n'est pas un modèle? Est-ce que ce n'est pas un modèle du tout? Eh bien, la réponse est quand même si, c'est un modèle, mais pas forcément de ce qu'on croit. C'est-à-dire, c'est un modèle de ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les méta-archives qu'on a vues avant. En fait, on aurait dû se rencontrer avant parce qu'on a plein de choses en commun. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça, ce qu'a dit l'exposé avant, c'est que l'IA vous fait un modèle de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire c'est une méta-archive de ce qui a déjà été énoncé, de ce qui a déjà été accumulé, de ce qui a déjà été sédimenté. Et donc, l'IA, elle est exactement ce que disait Platon dans le fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce célèbre dialogue de Platon, critique l'écriture. Il dit ce qui est terrible avec l'écriture, c'est qu'elle ne pense qu'à elle-même. Elle ne sait pas de quoi elle parle, et quand on lui parle, elle répond toujours la même chose, elle n'est que ce qu'elle dit, en fait. Et bien, c'est exactement ça. L'IA générative, elle est que ce qu'elle dit. Mais elle est tout ce qu'elle dit. Elle en fait un modèle. Et un modèle qui marche super bien. Donc, c'est ça qui est troublant. C'est que c'est un très très bon modèle, mais ce n'est pas un modèle de ce qu'on croit. C'est un modèle de ce qui avait déjà, du déjà là, et pas du déjà là du monde, un déjà là au sens document. Et souvent, on veut l'utiliser comme un modèle de ce que c'est que de parler. Donc, c'est quand même étonnant que tous les usages de l'IA générative, c'est pour faire de la synthèse textuelle, en gros. Hein. C'est pour faire votre lettre à l'inspecteur des impôts. Hein. C'est la plupart des usages quotidiens de l'IA générative, c'est ça. Donc, on l'utilise comme de l'énonciation et on l'utilise comme s'il y avait un modèle du réel, alors qu'il n'y a aucun des deux. C'est juste un modèle de ce qui a déjà été fait. Par contre, c'est un super modèle. Alors, là, j'arrive sur l'énonciation. Hein. Chose promise, chose due. Donc, en fait, moi, j'articule deux points de vue parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne comprenais pas Maria Giulia et pourquoi on n'était pas d'accord. En fait. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, on ne parle pas du même endroit. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis un petit phénoménologue de pacotille, de service. Et donc, pour moi, l'énonciation, ça correspond à un acte phénoménologique d'engagement dans le monde. Donc, en fait, c'est un engagement comme prise de position dans un être rejeté qui est le monde qui m'environne. Et donc, énoncer, c'est s'engager. Donc, ça veut dire que c'est un acte phénoménologique, un acte de dire. Et donc, l'énonciation n'est pas le fait d'une structure idéale, c'est le fait d'un engagement matériel, contextuel, en fait, dans le monde. Donc, de ce point de vue-là, comme je dirais tout à l'heure, l'IA générative, il n'y a pas d'énonciation. En revanche, on peut avoir un autre point de vue sur l'énonciation, c'est ce que j'ai appris avec Maria Giulia. Elle me disait en boutade, tu sais, d'où tu poses deux objets sur la table, s'ils ne sont pas à la même position, c'est déjà une énonciation. Je veux dire, j'ai réfléchi, je dis, là, elle me dit un truc, là. Et effectivement, l'idée, c'est que dès l'instant qu'on va introduire de la position différente dans un espace qui introduit une valorisation différente, c'est-à-dire des valeurs différentes dans un espace, il y aura donc énonciation. Alors là, j'ai repris… oui, voilà. Alors ça, c'est encore mieux. Mais ça, là, je n'en suis pas encore là. C'est quand j'aurai fini mon apprentissage de Padawan et là, je pourrai aborder la proto-énonciation. Et donc, j'ai repris… ce que tu nous avais proposé à un séminaire précédent, l'énonciation comme adresse, médiation dans le parole et comme praxis. Parce qu'effectivement, là, ça colle assez bien avec ce que va nous faire l'IA générative, c'est-à-dire un grand chamboule-tout dans les positions textuelles et des documents qu'on a rencontrés et des symboles qui sont mobilisés dans ces documents. Et donc, en fait, l'IA nous propose un réagencement des positions dans l'espace du dit. Et là, à ce niveau-là, on peut parler d'énonciation. Énonciation au sens de structure. Comme il y a une manipulation de structure, il y aurait l'énonciation au sens de l'IA. En revanche, l'énonciation comme engagement dans le monde, il n'y en a pas dans l'IA. L'IA fonctionne de manière décontextualisée, elle n'a pas de contexte et donc il n'y a pas d'engagement. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on est troublé d'ailleurs avec nos résultats d'IA parce qu'on ne sait jamais très bien en face de quoi on est en fait quand on regarde ça. C'est que d'un point de vue phénoménologique, comme je viens de le dire à l'instant, il n'y a pas d'énonciation, mais d'un point de vue structuraliste, eh bien, on retrouve les trois niveaux que donnait Maria Giulia. C'est-à-dire qu'il y a bien un agencement des tokens, c'est-à-dire qu'il y a une praxis des énoncés qui est reflétée dans la manipulation que fait l'IA.
les machines exploitent ces positions comme commande de production, c'est-à-dire qu'il y a bien une adresse et de commande au sens où tu l'as évoqué. Et puis enfin, la machine crée son propre temps d'exécution, l'espace de calcul entraînant les pas de calcul, c'est-à-dire que le système engendre la performance. Donc on retrouve un peu ces trois niveaux d'énonciation, mais moi j'appelle, je résume ça d'un point de vue structuraliste, pour opposer à la posture phénoménologique. Je ne me mettrai pas sur le libellé, c'est juste des conventions de lecture que je me donne pour comparer ces deux manières de comprendre l'énonciation. Et donc, si on dit qu'il y a vraiment l'énonciation sans structure dans l'IA générative, ça explique aussi pourquoi on est capable d'interpréter ce que nous sort l'IA et qu'on est troublé par le sens qu'on y prête. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'un modèle d'agencement de ce qui a déjà été dit, et non pas un module d'agencement et d'engagement dans le monde réel. Alors, pour terminer et enfoncer le clou, eh bien, pourquoi en fait le modèle du dit ne peut pas être un modèle du dire ni un modèle du désigné? C'est que tout simplement, il y a une figure du calcul qui est ce qui permet de faire cette IA, mais qui du coup la disqualifie pour parler du dire et du monde, c'est qu'elle repose fondamentalement sur une hypothèse de décontextualisation, de abstraction hors des milieux. C'est-à-dire que tout ce qui est calculatoire, par définition, est abstrait, virtualisé dans un espace de répétition, et donc de ce fait n'a pas de contexte, n'a pas de milieu, et donc ne correspond pas à un engagement dans le monde, que ce soit pour y prendre position dans une signifiance, que pour le représenter dans un acte de modélisation. Alors pourquoi c'est ainsi? C'est tout simplement parce que c'est comme ça que le calcul fonctionne. Calcul travaille sur des unités discrètes, comme vous le savez. Là, je vais faire un autre cuisserie. Et deuxième cuisserie, c'est que discret, en latin, il faut toujours se rappeler que discretum, ça veut dire séparé. Or, le monde dans lequel on est, lui, il n'est pas spontanément séparé. C'est-à-dire que le calcul ne peut commencer que là, lorsqu'on a déjà séparé le monde en unités manipulables. Il y a le calcul que s'il y a déjà du séparé. Mais ça veut dire aussi que, du coup, la séparation est calculable. Parce que si la séparation est calculable, c'est que déjà, la séparation est déjà séparée. Donc, c'est pas une séparation. Donc, la séparation était calculable. N'étant pas calculable, le calcul est toujours dans un après-que. C'est toujours dans un après-coup. Le calcul ne peut jamais être ce par quoi on commence. Il est toujours ce qui commence à partir d'un acte préalable de séparation. Alors, cette séparation, ça peut être tout bête. Pourquoi est-ce qu'on a des nombres qu'on appelle entiers, 1, 2, 3, 4, etc. Tout simplement parce que ça correspond à ce que la main peut saisir successivement. C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce que nous comptons avec des nombres entiers et pas avec autre chose? C'est souvent parce que nous avons des mains et qu'on les saisit. Et pourquoi est-ce qu'on compte en base 10? C'est parce qu'on a 10 doigts, tout bêtement. Voilà. Donc, cette notion de séparation, elle est anthropologique. C'est parce que nous sommes équipés anthropologiquement de cette manière-là que nous allons séparer le monde de cette manière-là. Stigler parle de discrétisation du monde, en fait. C'est-à-dire, c'est la grammatisation que notre corps implique qui nous amène à discrétiser le monde de certaines manières. Eh bien, là, on a exactement ce processus-là. Et donc, le calcul arrive après cette séparation. Pour faire plus chic, pour revenir à l'étymologie de calcul, je ne parle pas de token, je vais parler de caillou. Parce que le calculus, c'est le caillou. Et donc, en fait, on définit les cailloux qui vont nous permettre de rendre manipulable le monde. Donc, le calcul, ça suppose la séparation déjà faite et c'est du coup une condition et non pas un résultat du calcul. On a souvent tendance à mettre la charrue avant les bœufs et de considérer que le calcul, c'est ça qui discrétise. Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'on a discrétisé qu'on peut calculer. Le discret est toujours la condition de possibilité et non pas le résultat du calcul. Mais de ce fait, eh bien, le calcul ne peut pas être un engagement parce que le travail a déjà été fait. Parce que ça veut dire quoi, séparer? C'est-à-dire s'engager dans le monde pour dégager des unités discrètes. Donc la séparation, c'est ça l'énonciation, c'est ça l'engagement. Donc de ce fait, le calcul n'est pas un engagement, ne peut pas être une énonciation. Il arrive toujours après. Donc, il n'y aura pas de contexte dans le calcul parce que le travail sur le contexte a déjà été fait et le calcul ne peut opérer que parce qu'il est sorti du milieu dans lequel on a fait la séparation pour justement dégager ces unités discrètes et les rendre manipulables. Parce que le but du calcul, c'est quand même de manipuler. C'est quand même de pouvoir déplacer les boules sur mon boulier, de pouvoir sortir les cailloux de mon petit
de ma sacoche, etc., pour pouvoir compter, manipuler ces unités. Alors, ça veut dire que par rapport à cela, c'est en ça que je dis que le calcul n'a pas de contexte. Alors, attention, le mot contexte, alors ici, je pense que ce n'est pas forcément un problème terminologique, mais quand je parle à des informaticiens, le contexte, les informaticiens me disent, bah non, on sait faire. Hein. Le contexte, on va faire un paramètre qui s'appelle contexte, et il va venir conditionner la manière dont le calcul va s'opérer. C'est-à-dire, en gros, ils me disent, bah, écoutez, c'est pas compliqué de faire un contexte, c'est un nouveau calcul qu'on va introduire, un nouveau paramètre, une nouvelle séparation, un nouveau séparé qu'on va rajouter au calcul. Mais évidemment, vous comprenez comme moi que faire ça, c'est pas résoudre le problème du contexte, c'est le déplacer. Parce qu'évidemment, le nouveau paramètre qu'on va créer, bah, il va falloir définir le contexte de son utilisation, et ainsi de suite. Donc, l'espèce de savonnette dans la salle de bain, hein, on va toujours courir après le contexte dès l'instant qu'on l'aura discrétisé, c'est-à-dire ramener à des unités séparables. Alors, c'est pour ça que dans notre laboratoire, à la Compiègne, on commence à laisser le mot contexte pour le mot milieu. Parce que le milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ceux qui nous entourent, c'est-à-dire ceux qui nous englobent par définition et que nous, on n'englobe jamais. On est toujours pris dans un milieu et qui nous environne par un horizon qu'on n'atteint jamais. Le milieu, c'est ce qui est en excès et c'est ce à travers quoi on agit et c'est à travers quoi on rencontre les autres. C'est ce au milieu de quoi on est et le milieu, c'est ce qu'il y a entre nous. Hein, c'est les deux sens de milieu. Donc, en fait, c'est le milieu dans lequel il y a l'engagement. Et à partir de là, on sort du milieu en faisant la séparation, qui est le calcul, qui va nous permettre de fonctionner hors milieu, indépendant du milieu. Hein. Donc, encore une fois, contrairement à ce que des fois les informaticiens évoquent, il n'y a pas de contexte dans la machine parce que la machine sort du milieu pour pouvoir précisément être capable de calculer. Et ce n'est pas un bug, hein, ce n'est pas un défaut de la machine, hein, c'est sa vertu. On l'a fait pour ça, hein, on l'a inventé pour ça. C'est pour qu'elle puisse fonctionner, quel que soit le contexte. Hein. Donc, la machine, ça n'a pas de milieu, ça n'a pas de contexte, parce que, par exemple, elle n'a pas d'ici et d'ailleurs. Les capteurs peuvent être à San Francisco et le serveur peut être ici. Les capteurs et les effecteurs ne sont pas localisés par rapport là où les calculs ont lieu. Les calculs peuvent être totalement disloqués, au sens étymologique du terme, sans lieu, par rapport au lieu d'action de la machine. Elle n'a pas un ici et un ailleurs. Ce qui n'est pas donné n'existe pas. Hein. Le gros problème de l'informatique, c'est que tout ce qui n'est pas codé est un néant. Ça n'existe pas, ça n'a pas de statut dans la machine. Hein, d'où le problème des trading data hein, et les biais qu'on peut trouver, etc. C'est parce que ce qui n'est pas dans les données n'existe pas. La machine ne peut fonctionner que sur les cailloux, les calculis qu'on lui donne. Donc, évidemment, encore moins, elle n'a pas de situation, hein, elle n'a pas de passé, de futur et d'ailleurs. Là, dans les méta-archives, ce qui est intéressant, c'est que les méta-archives n'ont pas de notion de temps. Les documents ne sont pas pris de leur diachronicité. Tout est mélangé. Hein, parce qu'effectivement, l'espace calculatoire, à partir du moment où tout est mis dans un même espace de plongement, eh bien, tout est neutralisé. Et évidemment, c'est très intéressant parce que du coup, ça devient co-calculable. Si les documents sont plus hétérogènes entre eux, parce qu'ils sont homogènes par leur mise en calcul, bah, du coup, je peux faire des comparaisons, donc ça donne un super outil. Hein. Mais attention, il y a une perte. Il faut savoir que cette perte est irrémédiable par rapport à ce qu'on voudra faire dire au résultat. Une méta-archive n'est pas une archive, ça a été très bien dit tout à l'heure. Donc, en résumé là-dessus, la machine n'a pas de contexte parce qu'elle est issue d'une séparation. Donc, la séparation condition de possibilité du calcul est incalculable. Or, la séparation ne peut avoir lieu qu'en contexte. Donc, la machine n'a pas de contexte, elle repose sur la séparation et ne peut en être le principe. Hein. Donc, l'IA générative, en tant qu'elle repose sur, jusqu'à présent, une machine à calculer, eh bien, elle ne peut envisager un monde que s'il est déjà séparé. Donc, si l'IA invente un modèle, c'est déjà à partir des tokens fournis en vue d'un monde déjà constitué. Donc, on en revient toujours, là du coup j'enfonce des portes ouvertes, mais comme on oublie tout le temps, il faut le rappeler. C'est que l'IA invente un modèle, mais c'est un modèle à partir des tokens déjà fournis qui sont déjà un acte de modélisation du monde. Et cette modélisation du monde, eh bien, elle se repose sur quoi? Parce que les documents qui ont déjà été écrits par d'autres
qui ont fait un acte de représentation du monde, de modélisation du monde, et c'est ça qu'on va modéliser, mais non pas le monde qui est représenté par ces documents. Et donc, l'IA ne peut énoncer des contenus que quand des contextes déjà séparés et réifiés. Si l'IA parle, c'est parce qu'elle répète ce qui est déjà séparé. C'est sa capacité de répétition qu'elle met en œuvre grâce à sa modélisation de ce qui a déjà été dit, de ce qui a déjà été produit, mais non pas à partir de ce qui est représenté ni engagé. Donc, l'IA ne permet pas d'avoir un modèle du désigné, d'avoir une énonciation du dire. Par contre, ça permet d'avoir un modèle du dit et d'avoir un protocole pour interagir avec. Et donc, quand on dit que c'est un modèle du dit, ça correspond à l'énonciation qu'on évoquait tout à l'heure sur la vision structuraliste. Il y a bien un modèle, et c'est en ça qu'il y a énonciation par la machine, ou énonciation dans la machine plutôt, énonciation par la machine, énonciation dans la machine. Mais en tant que structure, il y a un agencement, une agentivité du dit par la machine. Alors, j'avance vers ma conclusion, parce que du coup, ça nous amène à donner quel statut à ce qui se passe dans cette IA générative. En gros, ce qu'on a dit pour le moment, c'est qu'on crée un nouveau dit, déconnecté d'un dire et d'un désigné. Et ce nouveau dit, en gros, cette nouvelle image, ce nouveau texte qu'on a demandé à ChatGPT de nous faire, etc., eh bien, ce nouveau dit provient d'une détextualisation et d'une décontextualisation pour en faire un nouveau. Donc, ce qu'on obtient, c'est un nouveau dit, mais bizarre, parce que c'est un contenu qui est sans désignation, sans énonciation et sans origine. Alors, le nouveau mot-clé là, que j'ai introduit, que jusque-là, je n'ai pas évoqué, c'est origine. Et donc là, je vais sortir mon petit Derrida portatif. Parce que tout cela, bon, on peut croire que c'est une critique ravageuse de l'IA. En fait, ce n'est pas mon propos. Ce qui m'énerve dans l'IA, c'est qu'on lui fait dire des choses qu'elle ne fait pas, mais du coup, il ne faut pas négliger ce qu'elle fait. Elle fait quand même des trucs intéressants. Et donc, est-ce que c'est si problématique que ça d'avoir un nouveau texte ou un nouveau contenu qui n'est pas un texte au sens d'énonciation-désignation et qui n'est pas un texte par rapport à ceux qu'on avait avant? Parce qu'il faut bien se rappeler ce qu'on a dit sur l'espace latent, les documents d'origine n'y sont pas. Ils sont projetés, ils sont déplacés, mais ils n'y sont pas vraiment. Et pour ça, on ne peut pas les retrouver d'ailleurs. C'est ce que disait très bien l'exposé précédent. Ce n'est pas un espace de stockage, je ne peux pas retrouver les documents à partir desquels j'ai fait l'apprentissage. Mais est-ce que c'est si problématique que ça? Parce qu'est-ce qu'on n'a pas une image un petit peu idéalisée de ce qu'on appelle texte d'origine? On sait bien que le texte n'est pas plus originaire qu'autre chose, notamment par exemple de la parole, parce que souvent les textes sont des transcriptions de ce qu'on aurait pu dire, de ce qu'on aurait dit. Souvent on a tendance à vouloir juger le texte par rapport à la parole dont il serait le substitut pérenne et permanent. Mais on sait bien qu'un texte dit des choses que la parole ne dit pas, et c'est une perte et un supplément à la fois. Le terme de supplément, je renvoie ça à Derrida, c'est-à-dire qu'il y a un supplément lié à la textualisation, une production textuelle. Mais même la parole n'est pas originaire non plus. Rappelez-vous la voix et le phénomène, la parole est également une opacité vis-à-vis d'elle-même. La parole est un déplacement d'une pensée qui elle-même n'est jamais transparente à elle-même, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la production de contenu est toujours un déplacement et en fait une falsification d'une origine qui n'existe pas. Alors, c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a toujours un déjà là, mais ce déjà là n'est pas une origine ultime qui servirait de parangon, de métrique pour juger ce qui vient après. Ce déjà là, c'est ce dont on parle, mais ce déjà là lui-même n'est pas originaire, il est lui-même soumis à un déjà là. Donc, la parole est soumise à une pensée qui est elle-même soumise à d'autres pensées. Le texte vient d'autres textes, il vient de paroles, etc. Eh bien, l'IA nous propose un nouveau déplacement, c'est-à-dire un nouveau type de contenu qui correspond à des déjà là sédimentés dans sa méta-archive. Je commence à approprier brutalement le vocabulaire précédent. Donc, on a bien une reconstruction d'une totalité fautive, mais retrouver cette totalité qui manque, ce n'est pas ça l'objectif d'une certaine manière. L'objectif, c'est de savoir le sens que l'on va donner à ces nouveaux contenus. Or, donner du sens à des nouveaux contenus, ça s'appelle construire une culture. Quand la parole est apparue dans nos cultures humaines, on a construit une culture, ça s'appelle en général la rhétorique, pour faire vite.
quand l'écriture est arrivée, on a créé une culture lettrée. Bon, ça prend du temps, hein, il faut plusieurs millénaires pour faire ça. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Et là, on a inventé un nouvel outil, comme on avait inventé l'écriture à un moment donné, où on a inventé l'imprimerie, hein, où il va falloir s'interroger sur la culture qui va avec. Et donc, nous, on voudrait naïvement que ce que nous propose l'IA soit directement décodable par rapport à notre culture précédente. Que c'est un bon vieux texte comme d'habitude, que c'est un bon vieux modèle comme d'habitude, que c'est une mauvaise énonciation comme d'habitude. Ben non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est rien de tout ça. Mais c'est quand même quelque chose. Quelle culture allons-nous construire à partir de cela? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est les travaux des artistes. Parce que justement, c'est précisément là, eux, qui vont venir gambader joyeusement sur l'espace ouvert par le déplacement. Hein, il y a des espaces d'interprétatif à explorer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce qu'on va donner du sens à ça. Alors, on va faire plein de cochonneries, hein, on va dire plein d'erreurs. Hein, et souvent, dans les expositions, on aura beaucoup de trucs qui seront bof. Et puis, progressivement, on va s'aguerrir, on va apprendre, on va jouer avec ces outils, et puis on va construire une culture. On va avoir des œuvres qu'on va commencer à enseigner, des techniques qu'on va maîtriser. Bref, on va avoir une littératie générative de la génération, comme on aura une culture lettrée de la génération. Mais on n'y est pas encore. Hein. Déjà, la littératie, faut comprendre de quoi on parle. C'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, en conclusion, tout ce que fait l'IA et ce ne fait que ça, c'est une synthèse de contenu. C'est un superbe outil qui permet de faire des contenus de synthèse, comme on a des diamants de synthèse. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais, ça n'a jamais été dit par personne, ça ne représente rien, mais ça ressemble beaucoup. C'est de la synthèse. C'est du texte synthétique. Et c'est même fait à une échelle industrielle en plus. C'est des outils industriels. Donc, c'est à nous, dans nos usages, dans notre culture, à savoir les rapporter à un dire possible et les vérifier vis-à-vis d'un désigné. Ce qu'on ne sait pas très bien faire. Alors, ceux qui sont là-dessus, c'est en fait les industriels, parce que les erreurs qu'on fait sur le désigné sont coûteuses. Les scientifiques disent à peu près n'importe quoi, comme d'habitude. Par contre, là où il y a des enjeux pratiques, en médecine, par exemple, on pose beaucoup de questions. Quel est le rapport au désigné? Est-ce qu'il faut opérer ou pas, etc. Donc, il y a quand même, du coup, dans les milieux professionnels, c'est sans doute là qu'on aura les avancées les plus rapides sur l'apprentissage de la modélisation. Au niveau de l'esthétique au niveau de l'énonciation, je pense que c'est dans le monde de l'esthétique qu'on aura effectivement des avancées rapides à ce niveau-là. Donc, pour finir, comme souvent, on tombe des fois à la fin sur des questions éthiques, parce que comme je le disais, l'énonciation, c'est un engagement dans le monde. Si on dit que l'IA n'énonce pas au sens d'engagement, celui qui donne un sens au résultat, lui, fait l'engagement. Et donc, ça devient le sujet d'imputation morale. Il n'y a pas d'imputation morale aux outils de l'IA. Par contre, il y en a une à celui qui reprend et qui prend à son compte les résultats de l'IA. Donc, il y a bien un enjeu éthique à ce niveau-là, mais qui est également nouveau parce que c'est la première fois que le problème se pose de cette manière-là. C'est-à-dire quel statut on va donner à ce qu'on reprend, on assume comme résultat, comme texte d'un contenu qui n'est pas un texte parce qu'il est issu d'une textualisation. On est plusieurs enseignants dans la salle. Quand on dit aux étudiants que vous avez le droit d'utiliser ChatGPT, mais il faut que vous soyez capable de justifier et d'assumer tout ce que vous allez reprendre de ChatGPT, vous voyez un vent de panique dans le regard qui apparaît. Parce qu'évidemment, ils utilisent, comme nous, ChatGPT comme un modèle de dit, mais par contre, quand ils doivent l'assumer comme un dire qu'eux, ils font, là, c'est une autre paire de manches. Et là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout prêts à assumer ce que l'IA est capable de leur dire. Et c'est un enjeu également pour nous, par rapport aux usages que l'on peut faire avec. Et donc, c'est tout le travail qui nous reste à faire collectivement sur cette nouvelle culture de la donnée, en fait, cette nouvelle culture du token qui détextualise pour nous apprendre, nous, à retextualiser. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Je ne sais pas ce que je vais dire, ou la question que je vais te poser, c'est une aberration, une hérésie. Greimas l'a rêvé, mais le Greimas qu'avant la sémétique, oui. Il y a la fête. C'est-à-dire que Greimas, c'est l'anticien, donc avant la sémétique, avant bien entendu l'énonciation. Tu mérites une photo. Voilà. Il se pose une question simple, c'est-à-dire lui, il a vu
C'est ce qu'on a fait avec la phonologie. Et donc, il s'est dit, comment on pourrait faire une sémantique structurale? Donc, il dit, à partir des traits, comme on a fait des traits distinctifs pour la phonologie, est-ce qu'on pourrait faire pareil pour la sémantique? Évidemment, il se rend compte que ça ne marcherait pas. Parce qu'évidemment, le nombre de traits distinctifs pour pouvoir générer tout le contenu du monde, ça serait comme Pierre Ménard qui aurait écrit le Quichotte. Il faut tout l'introduire. Donc, il dit, ça ne marche pas. Donc, il faut inventer un autre universel, la narrativité, etc. Mais, justement, ces traits distinctifs, en quantité peut-être illimitée, lui, évidemment, il ne pouvait pas les concevoir parce qu'on n'a pas la possibilité de créer une liste de traits distinctifs en phonétique. Il n'y en a pas beaucoup en phonologie, mais sémantique, il aurait fallu dire. Mais justement, l'intelligence artificielle, elle peut le faire, ce qu'on appelle la tokenisation, la liste d'un token en 100 000, 50 000, etc. Est-ce qu'en fait, elle ne fait pas ce que lui voulait et qui a été obligé d'abandonner. Je suis assez d'accord, c'est comme ça que je comprends l'énonciation comme structure. C'est qu'effectivement, quand on tokenise et qu'on veut faire surtout le plongement, c'est le plongement qui est en fait vraiment l'opération grévassienne, je dirais, pré-narrative. C'est qu'on va dégager des traits de signification qui ne sont pas explicites d'ailleurs, qui peuvent rester largement implicites, mais qui sont en nombre fini, mais nombreux, pour pouvoir représenter les différentes nuances des termes. Et donc, on parle de la complexité du langage comme un mot, un sens, pour avoir en fait un espace de représentation avec des traits sémantiques en nombre nombreux, mais finis. On est quand même dans du fini, hein. On n'est pas dans du fini. Et à partir de là, on va créer de la manipulabilité, c'est-à-dire de la mise en nouvelle structure, en fait. Et ça, c'est très hérité de la phonologie structurale, effectivement. Et avec cette notion un petit peu abstraite et formelle qu'on trouve très bien chez Yamselef. C'est-à-dire qu'il y a quand même un découpage du sens, enfin un éloignement du monde, en fait, via Yamselef, que moi m'a toujours frappé et qu'on trouve assez bien dans l'IA générative. Donc, de l'autre côté-là, on peut dire, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'IA générative est un outil structuraliste des années 30. Merci. Et je voulais aussi rebondir sur ton intervention. La maîtresse qui va m'expliquer là. Avant de donner la parole à Denis et à Jean-François, et puis sans aucun doute il y en aura d'autres. Non, je voulais une seconde revenir sur... les lunettes ne doivent pas t'intimider. Non, mais je voulais revenir, oui, sur l'énonciation, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de manières d'entendre l'énonciation, nous aussi, c'est-à-dire, oui, si la base, c'est comment rendre compte du passage du système à la réalisation, à la performance. Tu as vu, je parlais des pratiques énonciatives, par exemple. Là, c'est vraiment quelque chose qui vise à expliquer des longs moments de l'histoire, disons, donc de comment construire la nouveauté dans ce qui s'est déjà sédimenté, etc. Mais je voulais revenir une seconde sur certaines questions pour voir si tu es d'accord et comment tous les considèrent. Ce sont des propositions. Alors, sans aucun doute, oui, la question de la position, on l'a dit, il y a d'une certaine manière déjà énonciation ou proto-énonciation parce que nous sommes dans une situation où forcément il y a des orientations actualisables. Hein? Donc, même d'une certaine manière, les grémaciens voient de l'énonciation même dans la sémiose illimitée de Peirce, parce qu'il y a quand même une directionnalité, des flux, des forces qui orientent. Et donc là, il y a déjà une première expressivabilité, disons, même si ce n'est pas de l'exprimer. Donc, il y a cette question de l'orientation directionnalité. Et puis, je comprends très bien, et je pense que nous sommes tous d'accord que quand on est dans l'espace de plongement, nous sommes encore dans la virtualité, oui, mais en même temps, nous, surtout dans ces séminaires, on a vraiment pris en considération des agencements de pratiques, en essayant de repérer la part d'agentivité de chaque passage. Et alors, évidemment, nous avons considéré l'agentivité de l'embedding, c'est que l'embedding fait un texte, mais on a aussi considéré
les autres actants d'énonciation qui peuvent être des actants comme l'aléatoire, par exemple. Pour nous, l'aléatoire est un actant d'énonciation. Bien sûr, difficile quand on a des résultats comment dire, à mesurer, mais donc on a plutôt essayé de prendre l'énonciation aussi comme une cumulation, un réagencement des compétences, sélection des compétences. Les premières peuvent être des compétences qui viennent des annotations des images, par exemple, parce que l'annotation est déjà une prédication qui vise quand même à orienter le monde vers une certaine. Et puis, bien sûr, le prompt est aussi un autre actant, l'aléatoire, etc. Donc, disons qu'on essaie de comprendre cet acte d'énonciation comme un ensemble de compétences diverses. Les compétences de l'aléatoire, la compétence du prompt, la compétence de la base de données, la compétence du dataset, d'entraînement, etc., etc. Donc, c'est d'une certaine manière non pas une accumulation, mais une tentative d'agencer ces différentes compétences, disons, qui permettent le passage du système, de l'ancien système à la réalisation, disons. T'es convaincu? Oui, mais je pense qu'on a un point de vue qui est un petit peu différent. Parce que dans ce que tu expliques, en fait, c'est le processus du l'IA générative avec les acteurs qui sont autour. Bien sûr, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de l'intérieur de la machine. Et effectivement, là, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a bien, là, même sans tordre les termes, de l'énonciation, il y a de l'engagement, celui qui va tokeniser, parce qu'en fait, tout le processus que je vous ai fait, je vous ai présenté, il est fait par les humains. C'est les humains qui vont paramétrer la tokenisation, c'est les humains qui vont paramétrer l'embedding, etc. Donc, l'IA générative, ce n'est pas un robot qui fait tout. Et surtout quand on voit le travail d'ingénierie qui est derrière, c'est un travail d'expertise d'orfèvre. C'est des petits paramètres qu'ils ont créés, qu'ils ont réglés. Mais sans parler du micro-travail. Exactement, absolument. Exactement, qui est vraiment un travail virtuose. Mais c'est le travail d'humain. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est du point de vue de ce qu'on a obtenu quand on va faire un requêtage et on va interroger le calcul qui va opérer et le calcul qu'on a fait pour produire ce modèle. En revanche, il est bien évident que tant la production de ce modèle que sa mobilisation, c'est un travail d'acteurs humains qui, à chaque fois, font un travail d'engagement et, du coup, initiatif au sens où tu le dis. Donc, je pense que les deux sont vrais, en fait. Il y a un agencement au sens agentivité du modèle par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, c'est une restructuration à la grémasse, comme on l'a dit. Et puis, il y a l'énonciation au sens des différents acteurs qui vont intervenir. Et à chaque fois, ils vont apporter un engagement différent par rapport à cette chaîne technique, qui est en fait une chaîne humaine. Y compris des acteurs sans vouloir, d'une certaine manière, comme l'aléatoire, par exemple, que nous pouvons reconnaître comme un actant, mais en même temps un actant qui est privé de volonté, d'intentionnalité. Ça s'appelle le monde réel, souvent. Ce qui dit non, ce qui introduit du bruit. Moi, je dois malheureusement partir. C'était un grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci. On reste en contact. Oui, oui. Merci à tous. Ciao. Buon après-midi. Merci. Buon après-midi. Denis Jean-François Noël. Merci beaucoup. Passionnant. Qui remet sur le devant de la scène la question de l'énonciation. Je voulais juste un petit commentaire sur la distinction que tu fais entre l'énonciation comme engagement et l'énonciation comme structure. L'énonciation comme structure, on pourrait dire, c'est le produit lointain, sédimenté, des sédimentations de l'énonciation comme engagement. Absolument. Je suis d'accord. C'est l'énonciation qui est prise comme précise. C'est ça. La masse parlante qui a engendré. Oui, je suis d'accord. Structure. Donc ça, je trouve que moi je reviens à la sémiotique des instances et mon centre de Jean-Claude Coquet et vous dire que l'IA n'a pas de corps. Oui. Et l'énonciation de Jean-Claude Coquet permet d'assurer la non-discontinuité entre le corps percevant et le corps parlant. Et de cet engagement inhérent, évidemment, à l'énonciation. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'énonciation en matière d'IA? Je me demande, c'est une question que je pose, si il n'y a pas là quelque chose qui relève d'un effet de contagion. Un effet de contagion
au sens où Landowski a proposé cet sens contagieux. Je dirais, l'énonciation vient après coup dans l'interprétation des résultats. C'est-à-dire qu'on projette par l'interprétation des résultats, on s'assimile énonciativement un acte d'énonciation qui les aurait produits. Absolument. Et donc, c'est un simulacre je suis d'accord. d'énonciation projetée sur la machine qui fait que, par contagion, on s'assimile à cette signification. C'est la signification produite qui deviendrait le vecteur d'attribution de l'acte énonciatif. Et donc, je pense que c'est une question du coup, le rapport entre énonciatif. C'est à la fois très disjonctif, disons. Ça renvoie à l'énonciation comme structure, à ce qu'elle est. Et à l'époque même, c'est beaucoup plus sémantique structurale, où on reprochait à Habermas de faire sans d'énonciation. C'est ça, exactement. Rejeter le paramètre de l'énonciation au moins de nous. Eh bien, c'est un peu même quand tu disais à l'instant que c'est un structuralisme des années 50. Je crois que ça oui, parce que je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Parce que c'est en gros, c'est le fond de ma pensée, c'est ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a énonciation, c'est qu'il y a une adresse. C'est-à-dire quand il y a une énonciation, c'est qu'il y a un énoncé auquel on veut répondre parce qu'il y a une adresse, un appel auquel on va répondre en tant que corps percevant et énonçant, corps éloquent d'ailleurs, pour reprendre un vieux concept. Donc, c'est toujours ça qui est perturbant dans l'IA, c'est que comme c'est une suite de symboles gérés de manière statistique et qu'on le lit comme un texte, on a toujours l'impression que du coup, il y a une énonciation primitive qui est agencée derrière. Et comme il n'y en a pas, c'est ça qui est troublant. Hein, parce qu'il n'y a pas d'énonciation primitive au sens où on vient de le dire. Mais effectivement, la contagion, et c'est je retrouve complètement dans ce que tu dis, c'est que nous, en tant que lecteurs, on lit la suite de symboles comme un texte, parce qu'on ne sait pas lire un texte, enfin une suite de symboles autrement, en fait, hein, et on le lit comme un énoncé, et à partir du moment où on lui donne du sens, bah forcément, on le renvoie à une énonciation primitive, fût-elle fantasmée. Et donc, en gros, pourquoi j'ai construit ce balancement, c'est que j'étais sensible, j'avais aussi l'exposé de Claudio, aussi, Paolucci, voilà, qui en fait avait une vision un petit peu contraire à ça, qui disait, mais ça, vous êtes des vieux idéalistes un peu sentimentaux, de penser que le sens, c'est le fait d'acteurs qui profèrent et qui énoncent. Le sens, c'est de l'agencement. Et je lui dis, tiens, bon, je ne suis pas d'accord, mais ça me perturbe. Et comme ça m'a perturbé, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver du coup quelque chose d'analogue dans cette IA? Et effectivement, si on dit que l'énonciation, c'est de l'agencement, oui, il y en a. Mais attention, là où je te rejoins complètement, c'est que c'est des homonymes, en fait. L'énonciation en tant que structure, ce n'est pas le même mot que l'énonciation au sens d'engagement. Et l'énonciation que j'aurais envie de dire en termes phénoménologiques et sémantiques, c'est l'énonciation comme engagement, c'est-à-dire l'effet de contagion que tu évoques et l'énoncé comme sédimentation d'énonciation préalable. Là, je me retrouve complètement là-dedans. Mais j'ai voulu faire un peu l'avocat du diable, si tu veux, et me dire, ah, mais quand même, il y a quelque chose quand même qui se passe, et on le retrouve dans cette pulsion interprétative que l'on a dès qu'on a un résultat de ChatGPT. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est un texte? Pourquoi on le lit alors qu'on sait très bien que c'est un résultat calculatoire? C'est quand même étonnant. Et tout le monde tourne dans le panneau. Hein. C'est un universel. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a quand même cette performance au sens d'agentivité, d'agencement, qui travaille, en fait, dans cette IA. Je crois que du coup, la sémiotique de la contagion, l'essence contagieux, vraiment prendre une actualité complètement. Très particulière. Et d'autant avec ce que tu as dit, c'est-à-dire n'a pas de corps, parce que moi, mon truc, c'est de dire que la machine n'est pas vivante. Et c'est pour ça que, du coup, elle n'est pas en concurrence, mais en complément, en suppléance avec les individus humains qui sont vivants. C'est une manière de dire aussi, vivant, c'est avoir un corps. Hein. C'est exactement la même idée. Jean-François, c'est à toi, et puis Noël, et puis Yves-Marie. Et puis, Ah, Yves-Marie. Ah, la question qui arrive. Après Rossana, personne d'autre, parce que faudra quitter la table. C'est à qui? Ah, Jean-François. Jean-François. Si j'ai bien compris. Toi aussi, Jean-Pierre, toi, levez la main. Non, toi, levez la main ou pas? Oui, c'est. Ah. Ah. Bien, merci beaucoup. Alors, juste très sur la conclusion, c'est à la fois j'ai envie, bon, j'aurais facilement envie d'être d'accord. Mais il faut toujours résister à ce sentiment trop facile. Mais je veux bien faire une remarque sur ce que tu dis. Par exemple,
y a eu l'écriture, puis on est devenu, maintenant on a l'intelligence artificielle, et on va dire, quelque chose va être créé à partir de ça. Alors, mon objection, ça serait de dire, mais rien va être créé, parce que c'est déjà fait, et c'est pas l'intelligence artificielle qui fait quelque chose, c'est une situation historique où elle est quasiment nécessaire. Et c'est-à-dire que tout ce qu'elle produit comme effet, je dirais, comme effet esthétique, ça a déjà, d'une certaine façon, été pensé dans notre époque. Par exemple, du cycle rival, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et toute la littérature, toute la textualité littéraire qui a complètement changé, qui ne croit plus du tout au fait que le langage représente quelque chose et que le langage est une action sur le monde, une action intersubjective, etc. Vraiment, c'était été un prédécesseur dans ce sens parce que justement, il ne croyait pas à ça. Il pensait que c'était une illusion, qu'on pouvait décrire le langage précisément sans corps, comme une. Et ça, c'était quelque chose qui tenait à notre situation culturelle, historique, etc. Parce que ça ne spécialement, pas plus que ça ne fait spécialement à l'intelligence artificielle. Alors, il faudrait vraiment que, je dirais qu'au contraire, la question sur les images, par exemple, c'est totalement, pour moi, c'est évident. Les images de l'intelligence artificielle, les artistes artificiels avec les images qui font de l'art avec les images, c'est déjà répété, il a fallu au moins 2-3 siècles d'art pour que quelque chose de ce genre soit acceptable. Et ça, c'est l'histoire. Et on ne peut pas effacer l'histoire. C'est l'histoire qui produit ça. Et c'est l'histoire qui produit l'intelligence artificielle. C'est pas elle qui va produire l'histoire. Mais elle est produite à un moment où ça devient presque nécessaire qu'elle soit là. Et tous les problèmes qu'elle entraîne sont des problèmes qui se posent à nous, mais même avant qu'elle existe, je dirais. Oui, donc là, il y a enfin, je dis évidemment pas contre l'intelligence artificielle, je dirais presque au contraire, tant mieux qu'elle arrive, c'est formidable. Du point de vue esthétique, c'est très bien. Alors, c'est presque nécessaire du point de vue esthétique. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est un débarras oui. En particulier de l'intériorité des œuvres, en particulier ces choses que normalement nous avons déjà presque ressenties. Hein. Voilà. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. D'accord, parce qu'effectivement, une manière de comprendre l'IA et le calcul de manière générale, c'est de dire que c'est une écriture dégénérée. C'est même au sens mathématique, c'est une écriture dégénérée au sens mathématique du terme. C'est-à-dire, depuis Hilbert, on a une vision du calcul comme une sorte d'écriture. D'ailleurs, Jean Lassègue a beaucoup écrit là-dessus, sur cette notion-là. Donc, de ce fait, si on considère que l'IA, c'est une espèce d'écriture performante, on retrouve tout ce que tu dis. Et donc, je suis assez d'accord. En revanche, il y a quand même des faits nouveaux sur la manière dont on l'assume et on se l'approprie. Et notamment, par exemple, pour le monde du texte, c'est l'interdit de la production déléguée. C'est-à-dire que dans le monde du son, on est habitué depuis 80 ans à produire du son avec les machines et beaucoup d'artistes sont dans un rôle de sélection et de combinaison. Ils ne sont pas les auteurs des sons qu'ils mobilisent et dont ils font la musique. Là, on a des outils qui nous proposent des textes qu'on n'a pas rédigés nous-mêmes et qu'il faut simplement reprendre ou par un prompt les agencer pour obtenir de nouveaux textes. C'est un geste de production qui est complètement différent. On délègue à la machine qui jusque-là, c'est un peu, moi j'ai des collègues littéraires qui disent c'est un tabou de la production déléguée dans le monde de la littérature. Parce que même si on fait plein de théories du récit, plein de théories du texte, en disant le texte ne représente pas, etc., il y a toujours quelqu'un qui écrit. Or là, ce tabou est levé. Alors, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est dans une continuité, parce que l'IA, ce n'est pas un grand soir, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. En revanche, il y a un décalage. Et c'est en ça que je parle de supplément. Je ne parle pas de révolution, hein. Je parle de supplément. C'est que là, il y a un petit décalage auquel on n'avait pas vu. Et dans le monde du son, ça crée beaucoup de choses, ce décalage. Le décalage de la production de la sonore à l'enregistrement, en fait, ça crée une nouvelle culture. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de comme ça qui est en train de se jouer. Alors, effectivement, c'est pas... Voilà, là, je te rejoins complètement. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'on ne part pas de rien.
il y a un déjà là, se supplémente à des suppléments qui sont déjà là. Donc là, je suis complètement d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. Voilà. C'est la nuance que j'apporterai à ta formulation. Mauvaise nouvelle, il faudrait que ça dans Alors Jean-Pierre, vite fait là. Hop, hop, hop. Alors, je suis désolée, mais oui. Vas-y, oui. Oui, vas-y. Alors, je voudrais pour aller vite reprendre un petit peu le problème de l'énonciation. L'énonciation, il y a deux façons de penser qui sont articulées, il ne faut pas les énoncer en même temps. C'est ce que j'appellerais l'énonciation pragmatique, c'est-à-dire l'engagement de l'auteur par rapport et l'énonciation qui est présente dans le dit. C'est-à-dire ce que l'on a dans le c'est l'énonciateur. Moi, je fais une distinction énonciateur par lecteur. Oui, d'accord. Oui. Mais ce qui est important dans le langage humain, eh bien, l'énonciateur laisse des traces dans son oui, c'est l'énonciation. Et il place le contenu de sa pensée dans des référentiels différents, notamment dans même son référentiel énonciatif, par exemple notre référentiel présent, nous pouvons nous placer dans le temps, dans l'espace, mais je peux définir d'autres référentiels et référentiels. Et là, dans ce que manipulent les machines et l'IA générative, il n'y a aucun. Oui, je suis d'accord. Oui. Ils ne manipulent pas les référentiels, ils ne les articulent pas dans un seul. Oui, ils sont d'espace mémoire. Oui, complètement d'accord. Oui, très juste. Oui, très juste. Le terme d'énonciation mérite soit un petit peu posé pour savoir si on parle de l'énonciation pragmatique, l'engagement dans le monde, l'énonciation présente dans le discours, c'est l'engagement de l'énonciateur, c'est-à-dire j'affirme, ceci est faux, ceci a eu lieu, ceci, etc. Ceci est dans un. Oui, je suis d'accord. Et tu as raison, et les deux sont absentes, en fait. Et les deux sont absentes. Oui, je suis très juste. Et donc, l'IA ne manipule pas le langage. Oui, c'est ça. Oui, ça, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est compatible. Ah oui. C'est un niveau de distinction, mais qui n'est pas mobilisé, mais qui est très pertinent. Je me permets de dire quand même, je ne serais pas d'accord à dire ça parce que si, bien sûr, on regarde ChatGPT, vous avez raison, il n'y a pas de prise de position, disons, explicite, mais quand on travaille beaucoup sur les images et les différents idées, alors là, on a essayé plein de situations avec proche et loin, par exemple, ou avec la question du regard, l'observateur, etc. Il y a des machines qui insèrent un observateur à l'intérieur de l'image, mais il y a les machines qui comprennent qu'il faut que l'observateur nous regarde nous. Et donc, bon, ce sont des simulacres, ok, mais c'est quand même, on l'a étudié au séminaire l'année dernière, tous ces marques de l'énonciation à l'intérieur de l'énoncé, évidemment, surtout à travers l'image, avec des tests sur ici, là, proche, loin, tout ce qui concerne les référentiels spatio-temporels et des personnes, de la personne. Quand tu dis qu'il y a des traces de l'énonciation dans l'énoncé, donc dans le dit, c'est-à-dire que le modèle du dit permet de retrouver une manipulation de l'énonciateur. Ça revient à dire ça. Bon, on finir par avoir tous raison, c'est bien. Je ne peux pas passer la parole à Noël, à Rossana, à Yves-Marie, je m'excuse grandement, mais vraiment, il faut quitter la salle, elle est venue, la dame, nous réprimander. Ah oui, d'accord. On peut dire ça? Bravo. Merci.